On va maintenant s'intéresser à l'étude des réactions équilibrées. Alors en fait, on va commencer par essayer de comprendre ce qu'est une réaction équilibrée. Eh bien, on dit d'une réaction qu'elle est équilibrée si le milieu dans lequel elle se déroule cesse d'évoluer alors qu'il reste des réactifs dans le milieu et que bien entendu, il y a aussi des produits. Dans une réaction totale, le milieu va cesser d'évoluer lorsque le réactif limitant aura disparu. Et bien entendu, lorsque l'on dit ça, la question que l'on se pose, c'est comment détermine-t-on le réactif limitant dans une réaction totale? On se doute bien que le réactif limitant, c'est celui qui va disparaître le premier. Mais lorsqu'on dit ça, cela ne signifie pas nécessairement que c'est le réactif le moins abondant qui va être le réactif limitant. Et pour illustrer ce cas, je vais vous proposer que l'on étudie la réaction H2 plus un demi de O2 donne H2O, qui est en général en phase gaz, mais là n'est pas notre propos, et qu'à l'origine, on ait 3 moles de H2, 2 moles de O2, la quantité d'eau n'ayant strictement aucune importance. Eh bien, on peut constater que O2 est moins abondant que H2. Mais en revanche, ce que l'on peut dire, c'est que si on s'intéresse à la valeur maximale de Xi, que Xi peut prendre si on regarde H2, eh bien on voit que c'est à T, à un instant T quelconque, on a H2 égale la quantité de H2, c'est 3 moins Xi en mol, la quantité de O2, c'est 2 moins 1,5 de Xi, et on voit bien que donc avec H2, on arriverait à un Xi final de 3, alors qu'avec O2, on arriverait à un Xi final de 4. Ce qui revient à dire que, en fait, H2 va disparaître avant O2 dans cette réaction qui est connue pour être pratiquement ou absolument totale. Donc H2, c'est le réactif limitant, même si ce n'est pas le moins abondant des deux. Donc, ce que je voulais vous dire dans ce paragraphe, c'est que, en fait, le réactif limitant, pour le déterminer, on devra bien entendu regarder la quantité initiale de chacun des réactifs, mais aussi prendre en compte les coefficients stoichiométriques. Un gros coefficient stoichiométrique signifie que le composé disparaît plus vite que celui qui a un coefficient stoichiométrique plus petit. On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail de la notion d'une constante d'équilibre. Donc la constante d'équilibre, ce sera la grandeur qui va permettre de quantifier les réactions équilibrées. Lorsque je dis cela, je veux dire que grâce à la constante d'équilibre, on va pouvoir calculer la composition d'un système connaissant les quantités initialement introduites de réactifs et la présence éventuelle de produits en début de réaction. Si on prend l'exemple de la réaction petit a plus petit b en équilibre avec petit c plus petit d. La constante d'équilibre sera de la forme k égale a indice c à la puissance c, que multiplie a indice d à la puissance d, divisé par a indice a à la puissance a, que multiplie a indice b à la puissance b, dans laquelle les AI représentent l'activité de chaque composé dans le milieu. AC, c'est l'activité de C, AB, c'est l'activité de B, pour prendre deux exemples simples. Et ici, maintenant, je vais parler d'activité, il est nécessaire de rappeler pour certains ou d'expliciter pour d'autres cette notion d'activité. Alors le premier constat, c'est que l'activité, c'est un nombre sans unité, et ce nombre va dépendre de l'état dans lequel va se trouver le composé dont on veut exprimer l'activité. Par exemple, on peut dire que pour tout corps pur condensé, l'activité sera égale à 1. Alors, je voudrais attirer immédiatement votre attention sur le fait que si on a, par exemple, un mélange de solides, il se trouve que les solides, même s'ils sont en contact intime les uns avec les autres, ne se mélangent pas. Et mettons, si on a 3 métaux, eh bien, on va avoir, pour chaque métal dans le milieu, on va avoir une activité de 1. Si on a du chlorure de sodium et du chlorure de calcium, eh bien, les deux sels vont chacun avoir une activité égale à 1. On est bien d'accord, si on fait un mélange de sels,
mais pas en présence d'eau, de sel solide. La fraction molaire, X, sera l'activité pour un composé condensé dans un mélange homogène. Donc on se rappelle que la fraction molaire, c'est une quantité du constituant I divisé par la quantité totale. Donc c'est des moles divisés par des moles, ça fait donc bien un nombre sans unité. En fait, lorsqu'on va avoir une solution, eh bien pour les solutés, on utilisera la valeur C sur C0, dans laquelle C est la concentration du constituant considéré, et C0 vaut 1 mol par litre, ce qui revient à dire que C étant en mol par litre, si on divise par mol par litre, on se retrouve encore avec un nombre sans unité. Et enfin, pour les gaz, on mettra que l'activité, c'est P sur P0, dans laquelle P, c'est la pression du gaz considéré, la pression partielle du gaz considéré, ou même s'il est pur, ce sera pareil, et P0 est égal à 1 bar. Donc, effectivement, si on veut supprimer le P0, il faudra mettre les pressions en bar. La constante d'un équilibre, donc, c'est une combinaison de chiffres sans unité. Donc, on peut dire que la constante d'un équilibre, c'est une grandeur qui est sans unité. Et par exemple, si on étudie la réaction A gaz plus B mol de soluté, de composé B soluté, C et D sont des solutés, eh bien la constante d'équilibre va être égale à K que multiplie concentration en C que multiplie concentration en B divisé par la en D divisé par la concentration en B. Vous voyez que le C0, c'est le résultat des simplifications qui ont pu se produire, et on a PA sur P0 au dénominateur. Et ici, donc, cette constante va pouvoir se simplifier si on décide qu'on emploiera des moles par litre pour les concentrations et qu'on emploiera les bars pour les pressions. Eh bien, on va se retrouver avec K égale concentration en C à la puissance C, que multiplie concentration en D à la puissance D, divisé par PA, que multiplie concentration en B à la puissance B, qui est effectivement, comme je le répète encore une fois, sans unité. On peut voir d'autres exemples importants d'équilibre chimique étudiés au travers de la constante d'équilibre. Si par exemple on a la réaction en solution avec B, C et D qui sont des solutés, c'est-à-dire des composés parfaitement solubles, et que A est un solide au contact de cette solution, c'est-à-dire que le composé A va participer à la réaction, mais sans quitter son état solide. Chaque fois qu'une unité de A sera consommée, elle disparaîtra de l'état solide pour se transformer après réaction chimique avec B en C et en D. Donc à ce moment-là, l'activité de A, solide, corps pur, condensé, va être égale à 1, et donc dans l'expression de la constante, on ne trouvera pas cette activité, puisqu'elle est égale à 1, on est bien d'accord, et l'expression de la constante que je vous donne n'est valable que si on se place pour les concentrations en mol par litre. On peut également considérer que l'un des composés de la réaction est le solvant. Ici, par exemple, je vous ai mis que le composé A est le solvant. À ce moment-là, l'activité du solvant est pratiquement égale à 1 si on a affaire à des solutions suffisamment diluées, bien entendu. Autrement, ça devient un peu plus problématique. Mais donc avec des solutions diluées, le solvant peut pratiquement être considéré comme un liquide pur, donc un corps condensé pur, et donc son activité sera pratiquement égale à 1, ce qui revient à dire que K est égal, comme précédemment, au rapport et au produit des concentrations telles que vous le voyez sur la formule qui est ici. On va maintenant, je vous ai mis le paragraphe généralisation de la constante d'équilibre, on va parler de façon plus générale des constantes d'équilibre. En fait, ce que l'on peut dire, c'est que toutes les réactions chimiques vont être caractérisées par une constante d'équilibre. Mais
il y aura des cas extrêmement différents pour ces constantes d'équilibre. Lorsque la constante d'équilibre est assez grande pour pouvoir considérer que la réaction est totale, et puis le cas où la constante d'équilibre est trop petite pour que cette réaction puisse être considérée comme totale, et alors on dira que la réaction est équilibrée ou que la réaction est partielle. Bien entendu, lorsque vous lisez le premier tiré, vous dites « qu'est-ce que ça veut dire assez grande ?» Eh bien, effectivement, cette notion de assez grande est difficile à fixer de façon absolue, car sa valeur numérique dépend de la forme de la constante. On verra lorsqu'on va étudier les réactions en solution aqueuse, par exemple, qu'une constante de 10 puissance moins 4, c'est une constante qui peut être suffisamment grande pour considérer que la réaction que l'on considère est totale. Dans d'autres cas, lorsqu'on a par exemple des réactions entre gaz, on pourra dire qu'une constante de 10 moins 4, ça veut dire une réaction qui ne se fait pratiquement pas. Donc, au cas par cas, on verra ce que veut dire assez grande, en fait, quelles sont les limites d'une réaction équilibrée ou d'une réaction totale. On va maintenant voir quels sont les paramètres qui affectent la valeur de K. Alors il y a une chose qui, à mon avis, est absolument évidente, c'est que les paramètres chimiques seront essentiels. On va établir la valeur d'une constante d'équilibre pour des composés qui donnent lieu à un équilibre. On a des composés qu'on met sous la forme de réactifs, d'autres composés sous la forme de produits. Selon que l'on utilise A, B, C et D dans la réaction ou X, Y, Z et T dans la réaction, il est clair qu'on n'aura pas la même valeur de la constante d'équilibre. Il y a également, lorsque les réactions se déroulent en solution, on a un effet du solvant. Le solvant n'intervient pas forcément dans l'écriture de la constante, mais en revanche, le solvant intervient sur la valeur de la constante. Donc en termes de paramètres chimiques, on devra tout connaître, les composés qui participent à la réaction, et s'il y a lieu, du solvant que l'on va avoir dans le milieu. En revanche, les paramètres physiques, ça va être beaucoup plus simple. Pour une réaction donnée, donc tous les paramètres chimiques étant fixés, eh bien, un seul paramètre physique intervient dans la valeur de la constante, c'est la température. Il est important de savoir que seule la température joue sur la valeur de la constante d'équilibre pour un équilibre donné dans des conditions chimiques données. Et je vous propose la relation de Van't Hoff, relation qui se déduit des résultats des fonctions thermodynamiques mises en œuvre dans le second principe de la thermodynamique. Je vous dis que d de ln de k sur dt égale delta r h0 sur rt carré. d de ln de k sur dt, c'est en fait la dérivée de la fonction ln de k par rapport à la variable température. On sait ça depuis à peu près le niveau de la seconde au lycée, peut-être même un peu avant, quoique je n'y crois pas bien, mais je ne m'en souviens pas. Donc, effectivement, le signe de la dérivée nous donne le sens de variation de la fonction. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si d de ln de k sur dt est positif, alors la fonction ln de k sera une fonction croissante de la température. Si à l'inverse d de ln de k sur dt est négatif, alors la fonction ln de k sera une fonction décroissante de t. Eh bien, donc le signe de d de ln de k sur dt ne dépend bien entendu pas de rt carré, qui est forcément positif, mais dépend de la valeur de delta RH0, dans lequel delta RH0, c'est l'enthalpie de la réaction chimique que l'on est en train de considérer. Et donc, on peut dire que lorsqu'on a une réaction endothermique, dire qu'on a une réaction endothermique, ça veut dire que delta RH0 est positif. Donc, d de ln de k sur dt est positif, donc k, ln de k et donc k, augmente quand la température augmente. En revanche, si la réaction est exothermique,
c'est-à-dire qu'elle a un delta RH0 négatif, alors D de ln de K sur dt est négatif, et donc K va diminuer quand la température va augmenter. Maintenant, on va considérer la réaction dans laquelle on a le composé A qui est solide, B, C et D qui sont des solutés. Et on va dire que delta RH est négatif dans le sens direct, c'est-à-dire delta RH, c'est dans le sens les composés A, les réactifs A et B donnent les produits C et D. C'est dans ce sens que delta RH est négatif. Je prends un exemple, delta RH égale moins 12 000 joules par mol et la constante K vaut 10 à 400 Kelvin. Eh bien, on peut calculer K' à 300 Kelvin et K secondes à 500 Kelvin pour le même équilibre. Pour cela, il faut supposer que, bien entendu, que lorsqu'on va passer à 300 ou à 500 Kelvin, les situations physico-chimiques ne changent pas, c'est-à-dire que le solvant de la température, le solvant de la réaction, ne va pas se solidifier, par exemple, si on descend en dessous de 300 Kelvin, ou ne va pas se vaporiser si on monte au-dessus de 500 Kelvin, et que par ailleurs, le composé solide A ne fond pas avant 500 Kelvin. Eh bien, on a D de ln de K sur dt égale delta R H0 sur RT carré, qui devient D de ln de K égale delta R H0 sur R dt sur T carré. Ça, c'est, j'ai séparé les variables de manière à pouvoir intégrer d'une part D de ln de K et de pouvoir intégrer d'autre part dt sur T carré, puisque delta R H0 sur R est une constante. Et donc, par intégration, en supposant delta R H0 constante, mais cela est toujours le cas, on peut toujours faire cette hypothèse, on arrive donc à ln de K2 T1 égale, alors vous voyez que la primitive de dt sur T carré, c'est moins 1 sur T, donc j'ai mis le moins devant, delta R H0 sur R, 1 sur T2 moins 1 sur T1, et pour supprimer le signe moins, je mets dans la parenthèse 1 sur T1 moins 1 sur T2, de cette façon le signe moins est supprimé. Et donc, si on considère que T1 c'est 400 Kelvin et que T2 c'est 300 Kelvin, eh bien on arrive en définitive à K' égale 33. Vous voyez donc qu'à 300 Kelvin, la constante d'équilibre est plus grande qu'à 400 Kelvin parce que la réaction est exothermique. J'ai un delta RH négatif. Et bien entendu, la même relation intégrée, mais cette fois-ci en utilisant T1 400, T2 500, eh bien on arrive à K secondes égale 4,8, c'est-à-dire une valeur plus petite. J'ai augmenté la température d'une réaction exothermique, donc j'abaisse la valeur de la constante d'équilibre, ce qu'on avait vu de manière qualitative, donc est ici donné de manière plus quantitative. On va maintenant parler du quotient réactionnel. Alors, qu'est-ce que le quotient réactionnel? Je vous propose d'en dire quelques mots. En fait, ce que l'on dit depuis le début, c'est que la valeur de la constante d'équilibre fixe la situation qui sera observée lorsque le système sera à l'équilibre. Eh bien, si je prends la réaction que l'on a évoquée depuis le début, je n'ai pas de raison de changer, cette réaction peut être analysée assez simplement sous tous les angles, et plutôt que de changer en permanence, j'en garde une et je m'y tiens. Eh bien, pour cette réaction, le système sera à l'équilibre lorsque les concentrations observées seront telles que K égale concentration C à la puissance C, que multiplie concentration en D à la puissance D sur concentration en B à la puissance B. Soyons clairs, il est tout à fait exceptionnel que lorsqu'on réalise un mélange, on soit immédiatement à l'équilibre. Mais en revanche, ce qu'on doit pouvoir faire, ce à quoi va servir l'utilisation du quotient réactionnel, c'est de voir où on se situe par rapport à l'équilibre. C'est-à-dire que pour cela,
je prends les concentrations de C, de D et de B introduites et je calcule le quotient réactionnel à l'état initial, comme ceci, et cette valeur-là, je vais la comparer à K. Par exemple, si Q est plus grand que K, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trop de C et de D, donc le milieu va évoluer pour aller vers la constante d'équilibre en consommant du C et du D, mais donc en produisant du B, ce qui revient à dire que la réaction va se faire dans le sens que je vous ai indiqué avec la flèche. Bien entendu, si Q est inférieur à K, alors ça veut dire qu'il n'y a pas assez de C et de D ou qu'il y a trop de B, ce qui revient au même, et donc on va fabriquer du C et du D en consommant du B, et donc la réaction va se faire dans le sens direct tel qu'il est indiqué sur la flèche. Et bien entendu, dans le cas tout à fait exceptionnel où Q égale K, on est à l'équilibre et le système n'évolue pas. On va maintenant voir quelque chose d'extrêmement important, c'est le principe de modération qu'on appelle aussi principe de Le Chatelier. Ce principe est tout à fait général, mais pour l'aborder, on va pouvoir considérer en parallèle la valeur de K et la valeur de Q dans certaines situations. Je reprends ma réaction de départ, j'ai bien insisté sur le fait que je n'avais pas de raison d'en changer, et dire qu'on est à l'équilibre, que ce système est à l'équilibre, cela veut clairement dire que l'on a la valeur de la constante K qui est vérifiée, c'est-à-dire que l'on a les concentrations en C, en D et en B qui sont telles que l'on ait l'égalité que je viens de vous mentionner. Mais si on ajoute du composé C ou du composé D au milieu, cela signifie que l'on va augmenter la valeur de C ou celle de D, si on a rajouté du D, par rapport à la valeur de l'équilibre. C'est évident. Donc, ça voudra dire quoi, ça? Ça voudra dire que on ne va plus avoir la constante d'équilibre qui est respectée, mais qu'on va avoir une situation nouvelle qu'on va calculer, qu'on va positionner avec le quotient réactionnel. En fait, ça veut dire quoi? Si on a augmenté C ou D, ça veut dire que le quotient réactionnel devient supérieur à la constante K. Dire que le quotient réactionnel est supérieur à la constante K, ça veut dire qu'on a trop de produits, qu'il faudra donc consommer du C et du D pour revenir, et donc produire du B pour revenir à l'équilibre. Maintenant, à l'inverse, si on ajoute du B, que se passe-t-il? Eh bien, c'est la concentration en B qui augmente, et donc le quotient réactionnel du système ainsi créé devient inférieur à K, et donc pour retourner à la bonne valeur, pour retourner à la valeur de K, il faudra produire du C et du D en consommant du B, c'est-à-dire qu'on va dérouler la réaction dans le sens direct. Donc, ce que l'on peut conclure de ce premier paragraphe, de cette étude qualitative du principe modération, c'est que si on introduit du produit, eh bien la réaction va se dérouler dans le sens qui consomme ce produit. Si on introduit du réactif, la réaction va se dérouler dans le sens qui consomme du réactif. Donc on peut dire que lorsqu'on est à l'équilibre, si on rajoute l'un des composés de l'équilibre, le système va donner lieu à la réaction qui consomme une partie de ce produit, de ce composé rajouté. Maintenant, on va prendre la réaction, je change un petit peu, je vais mettre la même réaction en termes de coefficient stoichiométrique de produit, mais je vais tous les mettre à l'état de gaz. Donc à ce moment-là, la constante d'équilibre va être égale à la combinaison des pressions. Vous voyez que j'ai fait l'hypothèse qu'on allait travailler en bar, donc cela revient à dire que j'ai supprimé le P0 de l'expression parce qu'il est devenu totalement inutile dès lors que je prends la précaution de mettre PA, PB, PC et PD en barre. Si je rajoute du A là-dedans,
la conséquence sera de faire augmenter PA. Si je fais augmenter PA, ça veut dire que la nouvelle combinaison des pressions, qui sera le quotient réactionnel, va être inférieure à Q. Et donc, si c'est inférieur à Q, ça veut dire que je devrais consommer du A et du B et fabriquer du C et du D pour revenir à la valeur de K. Ce que je vous ai mis sous la forme, la réaction se déplace dans le sens, vous voyez, de la flèche. Si on rajoute du C ou du D, on va bien entendu provoquer la réaction dans le sens consommation de C et de D et fabrication de A et de B, la flèche dans le sens où je vous l'ai mentionné. Mais on peut aussi rappeler que PI égale XI P total. Et donc, je vais pouvoir remplacer PA par XA P total, PB par XB P total, et ainsi de suite, et que je vais pouvoir les remplacer. Je vais pouvoir mettre P total en facteur commun. Ça me permet de réécrire l'expression de K. Vous voyez que j'ai une combinaison de X, et puis j'ai P total, qui, vous voyez, va être à la puissance C plus la puissance D moins A moins B. Parce que, effectivement, si vous développez ceci, vous allez tomber là-dessus, et je vous propose de noter P total que multiplie P total à la puissance delta Rn, dans laquelle delta Rn, c'est C plus D moins A moins B, c'est la variation du nombre de moles de composé lorsque la réaction, l'avancement de la réaction vaut xi égale 1 mol. Vous voyez que chaque fois que la réaction se déroule une fois, on produit C mol de B, C mol de C, D mol de D, et on consomme A mol de A, B mol de B, ce qui revient à dire que la quantité, le nombre de moles dans le milieu varie de C plus D moins A moins B. Et là, deux cas sont possibles. D'abord, on se rappelle que si on est à température constante, si on est à température constante, K va garder une valeur donnée. Et à partir de là, on a bien deux possibilités. Si delta Rn est négatif, ça veut dire que lorsque la réaction se déroule dans le sens direct, on fabrique moins de produits qu'on a consommé de réactifs. Donc le nombre de moles de gaz dans le milieu va diminuer. Et bien si delta Rn est négatif, donc que le nombre de moles total de gaz diminue, vous voyez que P total à la puissance delta Rn avec delta Rn négatif va diminuer quand P total va augmenter. Donc si P total augmente, P total à la puissance delta Rn diminue. Il faut donc que la combinaison des X augmente pour garder la valeur de K. Et donc, dire que la combinaison des X augmente, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait plus de C et plus de D dans le milieu, et moins de A et moins de B, ce qui revient à dire que la réaction va se dérouler dans le sens direct. A l'inverse, si delta Rn est positif, alors P total à la puissance delta Rn augmente quand P total augmente. Il faut donc, pour maintenir la valeur de la constante, que la combinaison des X diminue, c'est-à-dire qu'on consomme du C et du D et qu'on fabrique du A et du B. Donc la réaction va se dérouler dans le... Non, si P total si delta Rn est positif, P total, la puissance delta Rn augmente, et pour garder la valeur constante, il faudra que la combinaison des X diminue, donc on ait moins de C, moins de D, et plus de A et plus de B, donc que l'on ait la réaction dans le sens inverse. J'attire votre attention sur la conclusion que lorsqu'on va augmenter la pression, on va déplacer la réaction va se dérouler dans le sens qui consomme du gaz. Donc si on augmente la pression totale, le système va diminuer la quantité de gaz, le nombre de moles de gaz qui sont présentes dans le milieu. Bien entendu, une chose est évidente, c'est que si delta Rn égale 0, P total à la puissance 0 est égal à 1, et donc la combinaison des X ne sera pas affectée par la valeur de P total. Maintenant, quel que soit l'état des composés A, B, C, D,
de la réaction. On écrit la réaction comme ceci sans tenir compte, sans se préoccuper de l'état de chacun des composés. Ça va être une expression, un raisonnement tout à fait général. Je vais avoir la constante qui est la combinaison des activités, comme on l'a déjà vu. Et maintenant, eh bien, on peut faire varier T de telle sorte que K augmente. Si on fait varier T de telle sorte que K augmente, on ne sera plus à l'équilibre. C'est-à-dire que la valeur qui était observée à une température T deviendra un quotient réactionnel à la température T1. Et si K a augmenté entre T et T1, cela signifie que le Q qui était observé à T, eh bien, sera inférieur à la valeur de K que l'on va avoir à T1. Et donc, à ce moment-là, on va dire que puisque Q est inférieur à la valeur de K, il faudra produire du C et du D, c'est-à-dire consommer du A et du B. La réaction se déroulera donc dans le sens que je vous ai mentionné avec la flèche. Bien entendu, je n'ai pas évoqué le cas où K diminue, mais on est bien d'accord que si K diminue, la réaction, si K diminue quand on augmente la température, la réaction se déroulera dans le sens inverse. La question maintenant est de savoir si pour augmenter la valeur de K, je dois augmenter ou diminuer la température. En fait, ici, la réponse a été donnée en quelque sorte un peu avant. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous vous souvenez? D de ln de K sur dt égale delta R H0 sur RT carré. Et je vous ai dit que K varierait dans le même sens que T lorsque la réaction est endothermique. En d'autres termes, si on veut augmenter la valeur de K d'une réaction endothermique, il faut augmenter la température. Et bien entendu, si la réaction est exothermique, pour augmenter la valeur de K, il faudra diminuer la température. Donc ce que je vous résume ici, vous l'avez écrit, pour augmenter K, il faut donc augmenter T pour une réaction endothermique, diminuer T pour une réaction exothermique. Ce que je vous propose ici, c'est de retenir que pour augmenter la température d'un système, on doit lui fournir de la chaleur. Et que va faire le système? Eh bien, le système va consommer une partie de cette chaleur qui aurait dû être utilisée pour augmenter la température du système. Eh bien, le système va utiliser une partie de cette chaleur pour donner lieu à la réaction endothermique, c'est-à-dire à la réaction qui consomme de la chaleur. Et donc, effectivement, si on apporte de la chaleur, le système réagit de manière à absorber à autre chose qu'à l'échauffement une partie de la chaleur qui lui a été fournie. Donc, ce que je vous ai mis ici en conclusion, c'est qu'une augmentation de T provoque toujours le déroulement de la réaction qui se déroule dans le système dans le sens endothermique. Eh bien, je vous propose maintenant de revenir un petit peu à l'énoncé du principe de modération. Donc, si dans un système chimique à l'équilibre, on introduit une perturbation de nature physique, variation de T ou de P, ou chimique, addition d'un ou plusieurs composés de la réaction, le système met en œuvre la réaction dans le sens qui va provoquer une diminution de la perturbation introduite. Je me répète, mais je vous le redis quand même, l'addition d'un réactif va provoquer le déroulement de la réaction dans le sens direct. L'addition d'un produit, eh bien, ce sera dans l'autre sens. La variation de température provoque la réaction dans le sens endothermique et une variation de pression provoque également le déroulement de la réaction dans le sens d'une diminution de la quantité de gaz. Si on diminue la quantité de gaz, on diminue la pression. Alors bien entendu, on a augmenté la pression de façon importante, mais le système va un peu abaisser cette augmentation de pression. On va maintenant passer à l'étude de quelques cas pratiques, de manière à ne pas rester dans le domaine de la théorie comme ceci. On va commencer par étudier des réactions en solution. On va imaginer qu'on a la réaction dans le solvant S, A, B, C et D, comme ceci,
coefficient stoichiométrique égaux à 1 pour que ce soit plus simple en termes de calcul, mais c'est le principe qui est intéressant ici. Donc, tous ces composés étant parfaitement solubles, on pourra établir la valeur de K en étudiant une solution à l'équilibre. Donc, si je vous donne par exemple la réaction avec la situation initiale 0,3 mol par litre de A, 0,4 mol par litre de B, 0,1 mol par litre de C, 0 mol de D, et que je vous dis que à l'équilibre, eh bien, la valeur de X d'équilibre, puisqu'à ce moment-là, on n'emploie plus X, mais on n'emploie plus Xi, mais X, qui est Xi sur V, donc c'est des moles par litre, eh bien, on arrivera à l'état d'équilibre. A sera à 0,2, B à 0,3, C à 0,2 et D à 0,1. Vous voyez, j'ai rajouté 0,1 mol par litre dans les produits et enlevé 0,1 mol par litre dans les réactifs. Et donc, à partir de là, je sais très facilement calculer la constante d'équilibre de cette réaction. J'emploie les concentrations de C et de D et au numérateur et les concentrations de A et de B au dénominateur et j'arrive à 0,33. Vous pouvez vérifier, là j'ai vérifié que le calcul était juste avant de le poser. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a cette valeur de K, on va pouvoir l'utiliser pour prévoir d'autres évolutions à partir d'autres états initiaux. Par exemple, si je vous indique que je mélange ces mêmes composés A, B, C et D, qu'à TI j'ai 0,1, 0,2, 0,1, 0,3, eh bien, si je calcule le quotient réactionnel pour cette réaction, je vais arriver à 1,5. 1,5, c'est plus grand que 0,33, ça veut dire que j'ai trop de produits. Donc, si j'ai trop de produits, je devrais dérouler la réaction dans le sens C plus D donne A plus B. Et donc, je vais reprendre la réaction, mais cette fois-ci, je dis à l'équilibre, j'aurai X que je me charge de calculer maintenant. Pour cela, je dis, puisque je suis à l'équilibre, la constante d'équilibre est vérifiée. Donc, j'ai bien concentration en C, 0,1 moins X, que multiplie concentration en D, 0,3 moins X, divisé par concentration en A, 0,1 plus X, et multiplié par concentration en B, 0,2 plus X, égale 0,33. Tout ça, je le réarrange, et j'arrive en finale à un X d'équilibre égal à 0,05 mol par litre. Ce qui revient à dire que je peux réécrire les quantités ou les concentrations plutôt, les concentrations, mais au lieu de mettre les X, je vais mettre les vraies valeurs. Et donc ici, je vais avoir 0,15 mol par litre pour A, 0,25 pour B, 0,05 pour C et 0,25 pour D. Maintenant, je vais passer à un autre exemple. Je vais prendre une réaction en solution avec un composé dont la solubilité est limitée. On est bien d'accord que le composé A va avoir une solubilité limitée, mais qu'il va être présent à l'état de solide dans le milieu, ce solide qui va se dissoudre à mesure que le composé A est consommé. C'est-à-dire qu'une unité de le A est en solution, on a un peu de A en solution, et chaque fois qu'un A en solution est consommé, on a un A solide qui se dissout pour compenser celui qui a été consommé. Donc ici, on va avoir, on a une valeur de K qui est connue, et donc ici, à l'origine, à l'état initial, j'ai la concentration en A, c'est S mol par litre, valeur qui est supposée connue, hein, on connaît le composé A, on connaît sa solubilité dans le solvant considéré. Les concentrations pour B, C et D vous sont données comme ceci. Q étant égal à 0, forcément, Q est forcément égal à 0 puisque le composé D qui est au numérateur est absent, donc Q égale 0, donc c'est forcément inférieur à K. Donc la réaction va se dérouler dans le sens qui fabrique du C et du D de manière à avoir au moins un peu de D.
Donc ici, vous voyez que pour A, eh bien, je mets S parce que chaque fois que du A sera consommé dans la réaction, il sera réintroduit par le biais du A solide qui est présent au contact de la solution. 0,4 moins X, 0,1 plus X et X, voilà les quantités. Je vais me retrouver donc avec la valeur de K ici, dans laquelle vous voyez, je n'ai qu'une inconnue, c'est X. K est connu, S est connu. J'ai donc seulement la valeur de X qui est inconnue. Donc, c'est une équation du second degré. On sait résoudre ça depuis à peu près la seconde au lycée. Donc, on va pouvoir calculer cette valeur sans problème. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir déterminer la concentration en B, la concentration en C et la concentration en D à l'équilibre, sachant que la concentration en A est toujours égale à S. Enfin, on va voir un dernier phénomène, c'est le cas où deux réactions coexistent. En fait, on va voir qu'il y a trois cas possibles. Le premier cas, c'est celui où les deux réactions sont indépendantes, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun composé en commun. Le deuxième cas, c'est celui où les deux réactions ont un composé commun, mais où les constantes d'équilibre ont des valeurs très différentes. Il y en a une qui est très grande, constante d'équilibre, et l'autre qui est petite. Et enfin, troisième cas, le plus complexe en général, c'est celui où les deux réactions ont un composé commun et des constantes d'équilibre voisines. Eh bien, je vous propose de commencer par le cas, j'ai envie de dire, le plus simple, le plus trivial, c'est si on a plusieurs réactions indépendantes qui ont lieu dans la même enceinte. On a par exemple celle-ci de constante K1 et celle-ci de constante K2. Vous voyez que les deux réactions n'ont aucun composé en commun. Donc on va, dans ce cas-là, étudier chaque réaction séparément. En fait, quand on étudie la réaction A plus B donne C plus D, eh bien, on ne se préoccupe pas du tout de la seconde. Et quand on étudie la seconde, on ne se préoccupe pas du tout de la première. C'est en fait la même chose que quand il n'y en a qu'une, sauf qu'il faut faire deux fois le travail. Cette situation, comme vous le voyez, ne présente aucun intérêt particulier, ça reproduit ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, on va voir le cas où il y a plusieurs réactions, mais avec un réactif commun. Dans ce cas-là, je vous dis, si on a par exemple A plus B en équilibre avec C plus D, qui a la constante K1, et puis A plus X en équilibre avec Y plus Z de constante K2. Mais je propose que K1, je propose qu'on se place dans le cas où K1 est beaucoup plus grand que K2. Dans ce cas-là, normalement, on ne devrait pas traiter les deux équations, les deux réactions séparément, mais quand même, on peut prévoir que la réaction 1, celle dont la constante est K1, va consommer beaucoup plus de A que la réaction 2. Donc on va commencer par étudier la réaction 1, donc on traite d'abord la réaction 1, et ensuite, une fois qu'on a traité cette réaction 1, on pourra voir que le A consommé dans la réaction 2 ne modifie pas de façon significative la situation qu'on avait créée sur la première réaction en l'étudiant toute seule. Je vous propose de prendre un exemple. Les deux réactions, vous les avez là, mais on va avoir K1 qui est égal à 100 et K2 à 0,01. On est bien d'accord que j'ai pris des valeurs simples pour illustrer le phénomène parce que en réalité, une fois qu'on sait faire avec des valeurs simples, c'est un peu plus compliqué, mais on sait faire avec des valeurs de constantes plus tordues, disons. Eh bien, je place en parallèle les deux. Ici, je vais dire que je vais m'occuper que de la réaction entre A et B, enfin A et B donne C plus D. Donc ici, je vais écrire que à l'équilibre, j'ai 100. Alors vous voyez que C et D, ça va nous faire X pour C, X pour D. Donc ça nous fait X carré. Et au dénominateur, ça va nous faire A 0,1 moins X, B 0,1 moins X. J'ai donc ceci, ce qui revient à dire que X sur 0,1 moins X égale 10.
ou encore X égale 0,09 mol par litre, ce qui revient à dire que à ce moment-là, la réaction donc va être, la quantité de A va être 0,01 mol. En revanche, B c'est toujours 0,1. Y et Z c'est 0 au départ. Et là, je vais dire que j'ai 0,01 moins Y, 0,1 moins Y, Y et Y. Et donc ici, K2 égale 0,01 égale Y2 divisé par 0,01 moins Y, facteur de 0,1 moins Y. Et avec Y très très inférieur à 0,01, ce qui revient, Y en fait très inférieur à 0,1 puisque c'est en gros 10 fois plus petit. Donc je vais pouvoir considérer que le terme 0,1 moins Y est pratiquement égal, en fait je peux le considérer oui, comme pratiquement égal à 0,1. Et donc cela revient à dire que je vais pouvoir écrire ceci. Et donc à partir de là, vous voyez que le 0,01 qui était au dénominateur, je l'ai mis du côté gauche du signe égal. J'ai donc 0,01 que multiplie 0,1, ça me fait 0,0001. Et donc après résolution, j'arrive à Y égale 0,0027 mol par litre. Vous voyez que ceci est tout à fait, enfin, pas tout à fait négligeable, mais est quand même très petit par rapport à ce que j'avais concernant A. Donc, on peut dire que l'équilibre n'est pas modifié de façon très significative. Enfin, j'ai le cas beaucoup plus compliqué où on a le composé A qui participe aux deux réactions et où les constantes d'équilibre sont du même ordre de grandeur. Elles ne sont pas forcément égales, mais elles sont du même ordre de grandeur. À ce moment-là, je vais écrire à T0 les concentrations. À T d'équilibre, vous voyez que B, ce sera 0,1 moins X, C et D, ça va être X. Et A, ça va être 0,1 moins X moins Y, puisque A est consommé dans la réaction 1, c'est-à-dire moins X, mais aussi dans la réaction 2, c'est-à-dire moins Y. Et ce Y consommé dans la réaction 2, je vais le retrouver sur les X, sur les Y et sur les Z. Et donc, à partir de là, j'ai K1 égale ceci, K2 égale ceci, comme vous le voyez. Et donc, à partir de là, ce système, d'un point de vue mathématique, n'est pas forcément très simple à résoudre, il est même généralement très compliqué, mais en général, quand on a ce genre de problème, on se débrouille pour introduire des éléments de simplification. Par exemple, on dira que la concentration initiale de A est très supérieure à celle de X, par exemple, de manière à pouvoir introduire des simplifications. Mais ce cas, bien entendu, est plus compliqué et vous verrez que, par exemple, lorsqu'on fait de la chimie en solution, eh bien, on emploie pour régler ce type de problème qui se rencontre très régulièrement en chimie en solution, on emploie la méthode dite de la réaction prépondérante et je vous propose d'aller voir ce paragraphe-là. Je ferai une vidéo, je ne l'ai pas encore faite, mais je vais la faire incessamment.